merci bien sûr à la librairie Mola pour son accueil. Pouvait-on rêver d'un endroit plus approprié pour lancer une collection de livres, Police Academy? Alors, le titre de la collection mérite quelques explications. De Cynthia Fleury, à qui je demandais si elle ne voyait pas d'inconvénient à publier un ouvrage dans une collection avec un pareil titre, j'obtins la réponse suivante: j'imagine que cela est bien orthographié. Effectivement, c'est bien orthographié, peut-être avec un peu d'emphase, mais au moins pour nommer le projet de la chère Gilles Deleuze au sein de la Fondation Bordeaux Université. Ce projet, c'est bien sûr d'ouvrir l'université, et en l'occurrence ici, dans sa partie sciences humaines et sociales, en mordant un petit peu sur les arts et lettres. Donc il s'agit d'ouvrir l'université sur la cité et réciproquement. Et cela dans un contexte sur lequel je voudrais dire quelques mots. Ce contexte est évoqué au verso d'un papier qui est diffusé éventuellement à l'entrée, qui est un texte qui va présenter la collection, qui n'est pas sur le premier ouvrage, mais qui sera effectivement sur le second. Dans ce texte, on fait mention à l'égard du mépris dans lequel seraient parfois traités les travaux en sciences humaines et sociales. Je vais dire quelques mots, car je dois reconnaître que certains collègues ont fait la moue, ont froncé les sourcils, tout simplement pour me dire qu'ils ne se sentaient pas méprisés. Mais levons tout malentendu, là n'est pas la question. Ce n'est pas en tant que personne que les universitaires seraient méprisés. De ce point de vue-là, il faut le reconnaître, la situation d'universitaire reste encore très enviable dans notre société. Nous avons droit à notre part d'honneur, de mondanité. On peut se servir plus qu'à notre tour au buffet, en petits gâteaux, petits fours et verres de vin. Donc, il ne s'agit pas de disputer le monopole de la paranoïa aux jeunes des banlieues, qui ont parfois de bonnes raisons de l'être, ou aux militants politiques et aux hommes politiques, ni même, si vous voulez, de conserver pour nous la revendication des théories du complot. Non. Néanmoins, je crois que si on accepte de regarder la société en face, telle qu'elle est, il faut bien admettre que la société fait peu de cas des travaux en sciences humaines et sociales. Il m'arrive d'enseigner la sociologie des organisations et je préviens toujours mes étudiants qu'ils ne s'attendent pas à ce que l'université, dans sa manière de se réformer, suive les préceptes d'un Michel Crozier. Je crois que l'université, et tout particulièrement en sciences humaines et sociales, ne s'applique pas à elle-même ce qu'elle enseigne. Et j'avais été heureux de lire, amusé de lire dans un ouvrage de Patrick Boucheron, faire profession d'historien, une déploration sur le fait que l'université singeait une entreprise plus fantasmée d'ailleurs que réelle, et qu'une certaine manière de se vouer au culte de la performance produisait surtout des dispositifs qui clérosaient, je dirais, notre créativité. Et puis encore, pour argumenter, que dire d'un ancien Premier ministre qui récemment confondait ce qu'un débutant en sciences humaines et sociales apprend toujours ou tout de suite à distinguer, ce qui est du registre, je dirais, de la compréhension, ce qui est registre de l'explication et ce qui est du registre de la caution. Compréhension ne vaut pas caution. Alors, je crois que je parle des sciences humaines et sociales, mais j'ai aussi appris en écoutant Patrick Boucheron que ça vaut aussi pour les climatologues, de pouvoir se sentir, de fait, si ce n'est en personne, parfois quelque peu méprisé. Et pour finir, je dirais, il suffit de regarder le palmarès de vente des meilleurs livres, dans la catégorie, justement, essais et documentaires, non-fiction, disent parfois les Anglais. Où il y a que de quoi, quand même, il faut bien le dire, être chagriné. Non pas parce que les universitaires seraient jaloux, comme le pense Michel Onfray, mais tout simplement dépité au regard de tous les excellents livres négligés qui existent et heureusement que l'on peut trouver dans les rayons de la librairie Mola. Alors je dois le dire, il y a des exceptions qui confirment la règle. Ça a été le cas de l'ouvrage de Thomas Piketty, et c'est en ce moment l'histoire mondiale de la France, dirigée par Patrick Boucheron. Il y a des exceptions qui confirment la règle. Et j'ai envie de dire que le trait commun, peut-être de ceux qui seront les 4 premiers auteurs de la collection Police Academy,
c'est d'être des exceptions. Nous avons véritablement affaire, que ce soit avec Éloi Laurent, puis Mireille Delmas-Marty, Cynthia Fleury et Patrick Boucheron, à des intellectuels qui s'impliquent dans le débat public. Patrick Boucheron ne se sert pas du Moyen-Âge, effectivement, comme d'un refuge. Ce sont des intellectuels qui ont le courage d'affronter les médias et qui, en plus, ont le mérite d'y briller. Et cela sans faire de concessions avec leurs pensées. Eh bien, j'ai envie de vous dire que la collection Police Academy s'inspire de cette exigence, d'une certaine manière, d'essayer de diffuser auprès du plus grand nombre. Et c'est pour ça que nous avons retenu, parce qu'il faut faire avec son temps, la tactique de faire des petits livres à petit prix, et pas à n'importe quel prix, avec du contenu. Et je voudrais remercier l'éditeur, Le Bordelot, qui s'associe avec nous dans cette aventure. À cette occasion, j'ai rencontré un éditeur qui parle de livres et pas de produits. Ça, j'avoue que c'était effectivement tout à fait plaisant. Alors le premier livre, c'est le livre d'Éloi Laurent, À l'horizon d'ici. Je pense qu'il aura l'occasion de le présenter dans le débat, dans la discussion qui va suivre. Puis suivra très rapidement le livre de Delmas-Marty, qui a l'avantage de présenter une analyse originale où, à partir effectivement des défis que la crise écologique mondiale pose au droit, essaye de trouver effectivement des pistes qui permettent de voir comment on pourra construire un droit pour l'humanité, pour le commun de l'humanité. Et puis viendront ensuite les ouvrages de Cynthia Fleury et de Patrick Boucheron. Alors, ce que je voudrais dire, c'est que les premiers livres de la collection vont donc être des traces de la réflexion qui a été engagée dans le cadre de la chaire Gilles Deleuze sur la question de la métropolisation avec ses enjeux écologiques et démocratiques. Et j'espère qu'à la lecture de ces livres, vous en retrouverez l'aura. Et l'aura, bon, moi qui ai assisté à presque l'intégralité du programme de ces 4 années, effectivement, de chaire, je dois dire que nos professeurs ont toujours été excellents, et au nom de nos étudiants, je les en remercie. Mais j'avoue que j'ai souvent un souvenir plus fort de ces manifestations qui ont été organisées en dehors du cadre de l'université. Souvent, il faut bien le reconnaître, à l'initiative de nos mécènes, EDF, Sistra, Bordeaux Métropole, que je remercie effectivement ici, comme quoi rien ne remplace la confrontation avec l'autre. Alors, pour lancer la collection ce soir, une question presque bébête. Peut-on avoir confiance dans l'avenir? Voilà. Bon, on l'a choisi. Pourquoi? Parce que ça nous a semblé être une question opératoire, au sens de Karl Polanyi. Vous savez, une question un petit peu à la Paul Venn. Les Grecs ont-ils cru à leur mythe? Où on peut répondre, ben oui, non, ils y croient, ils y croient pas, ça dépend du contexte, ça dépend de ce qu'on entend par les Grecs, ça dépend de quel mythe on parle, et ça dépend de ce qu'on entend par croire, d'une certaine manière. Bien, vous voyez que cette question-là, peut-on avoir confiance dans l'avenir? C'est très ouvert. On s'attendrait à voir débarquer Madame Irma, ou un prospectiviste, ou un expert en économie, ou un philosophe, ou un poète. C'est une question ouverte à tous, comme on essaye effectivement de le faire dans le cadre de Police Academy, d'où le petit clin d'œil effectivement bien vu sur des films comiques dont un étudiant me rappelait hier qu'il ne volait pas très haut. Voilà, mais on peut toujours espérer décoller. Il faut bien le voir. En plus, c'est une question qu'on pourrait tellement triturer que j'ai bien peur que dans un horizon proche, si nos obsessions identitaires reviennent, on puisse se poser la question, peut-on avoir confiance dans notre passé? Alors, pour te dire, et j'arrête là, on a opté pour ce soir sur la méthode Diabelli. Diabelli, c'était un éditeur de musique viennois et il avait eu cette idée de composer un thème de valse d'une banalité extrême et de proposer à tous les compositeurs de son temps de composer justement une variation. Et l'ensemble des variations devait faire une œuvre au bénéfice
des veuves et des orphelins, des soldats tués dans les guerres de résistance à Napoléon. Beethoven a d'abord fait la sourde oreille à cette proposition. Non pas qu'il était insensible au sort de la veuve et de l'orphelin, peut-être qu'il trouvait qu'il avait déjà à s'occuper de son neveu et que c'était beaucoup, plus sûrement sans doute parce que le rebutait l'idée de s'associer à une œuvre collective, lui qui a un génie si singulier. Et puis il s'est pris au jeu. Il a composé 33 variations qui ont donné les fameuses variations Diabelli, dernière œuvre pour piano de Beethoven, une de ses œuvres les plus magistrales et les plus audacieuses. Donc, messieurs, à vos claviers. Voilà. Et on va peut-être commencer d'abord par Éloi Laurent, de nous faire une variation sur cette question. Ce sera sans doute, je pense, l'occasion pour lui de nous dire en quoi son ouvrage donne des éléments de réponse à cette question. Voilà, je vais essayer, on va essayer de tenir voilà, une vingtaine de minutes, puis je donnerai la parole à Patrick Boucheron, puis nous passerons aux exercices de contrepoint, et on va dire que vers 19h30, la parole sera donnée à la salle, on peut la conserver jusqu'à 20h. Très bien, quelle introduction. Merci beaucoup Thierry. Bonsoir, je suis extrêmement heureux et honoré d'être ici aux côtés de Patrick Boucheron dans le cadre de cette chère Gilles Deleuze pour le lancement de cette collection. Donc je vais bien sûr sacrifier avec plaisir au rituel des remerciements qui sont effectivement très sincères, comme ça a été dit. D'abord remercier les mécènes de la chère Gilles Deleuze, dire à quel point moi j'ai été très heureux d'avoir l'honneur d'être choisi pour cette chaire. La chère Gilles Deleuze, c'est vraiment un cadeau qui est fait aux titulaires qui ont la chance de pouvoir l'exercer, parce que c'est une fête intellectuelle. C'est une fête intellectuelle dans laquelle on rencontre des publics qui sont très divers, dans laquelle on se livre à des exercices qui sont tout à fait changeants d'un jour à l'autre. C'est à la fois un peu épuisant et en même temps c'est très exaltant. Donc je voudrais vraiment vous remercier de m'avoir donné cette chance qui a été pour moi une effervescence en fait, à mesure que cette fête intellectuelle avançait, une effervescence et qui m'a donné l'idée de beaucoup de projets. Donc voilà, je voudrais en particulier remercier donc tous les mécènes bien sûr, en particulier remercier Catel Bousquet qui a beaucoup fait pour que le moment qu'a été l'exercice de cette chaire soit un succès et un plaisir. Et puis je voudrais bien sûr remercier Thierry Blais pour m'avoir suivi dans la rédaction, la conception de cet ouvrage, dont je vais vous dire un mot. Alors, le défi est double ce soir, puisqu'il s'agit de parler d'un sujet que nous n'avons choisi ni l'un ni l'autre. Peut-on avoir confiance en l'avenir? Et il faut raccorder ça au livre qui n'est pas un livre sur la confiance, mais qui est assurément un livre sur l'avenir. Alors, voilà ce que je vous propose. Il y a deux façons de prendre ce sujet. La première manière, c'est de dire, est-ce qu'on peut, dans l'absolu, avoir confiance en l'avenir? Est-ce qu'il est possible d'avoir confiance dans l'avenir comme on peut avoir confiance dans une personne ou dans une institution? Et la réponse, à mon avis, est non. Et parce que l'avenir n'est ni une personne ni une institution. Et qu'on ne peut vraiment avoir confiance qu'en une personne ou des personnes ou une institution. Et la deuxième question, c'est est-ce qu'on peut avoir confiance dans l'avenir aujourd'hui, maintenant? Et donc, derrière cette question de la confiance dans l'avenir, il y a évidemment la question de la crainte et des menaces qui pèsent sur l'avenir. Et donc, c'est un sujet qui invite à s'interroger sur les menaces qui pèsent sur notre avenir aujourd'hui. Bon. Alors, pour traiter la première partie du sujet, est-ce qu'on peut avoir confiance dans l'avenir dans l'absolu? Il faut définir la confiance. L'avenir, c'est pas très compliqué. Quoique, mais la confiance, c'est certainement compliqué. Alors la confiance, c'est un mot très intéressant qui est à la fois trompeur dans son étymologie et en même temps qui nous mène sur la voie de ce qu'il y a à comprendre de la confiance. Confiance, c'est cum fides. Cum fides, c'est croire ensemble. Cum, avec, fides, la croyance, la foi. Donc la confiance, c'est croire avec quelqu'un. Et dans cette étymologie, il y a un piège. Et le piège, c'est fides. Parce qu'en fait, fides, ça n'est pas fiducia. Et la confiance, c'est fiducia. Fides, c'est la croyance ou la foi, et pour ça, vous pouvez croire dans une abstraction et vous pouvez croire dans l'avenir. Mais en réalité, le vrai mot, c'est cum. Il faut être ensemble pour avoir confiance. Donc moi, je vous propose de définir la confiance comme une espérance de fiabilité dans les conduites humaines.
Et si on la définit comme ça, on comprend immédiatement qu'il y a deux sortes de confiance, de vraie confiance. La confiance dans les personnes et la confiance dans les institutions. Qu'est-ce que avoir confiance dans une institution? C'est avoir confiance dans le fait que le principe qui régit cette institution va être appliqué de manière conforme par les personnes qui en ont la charge. On peut avoir confiance dans la police. Si on a confiance dans la police, on aura confiance dans les policiers, mais on n'aura pas confiance dans la personne des policiers. On aura confiance dans le fait que les policiers vont respecter le contrat qui est passé entre la police et les citoyens, c'est-à-dire le fait, je reviens à Police Academy, mais c'est vraiment, alors là, je ne l'avais même pas prévu. Il faudra quand même revenir sur ce titre et sur Police Academy parce que c'est quand même un petit peu extraordinaire ce titre. Mais donc la police, c'est l'idée que vous attendez des policiers à ce qu'ils exécutent le contrat que la police a passé avec les citoyens, c'est-à-dire qu'ils respectent les règles de la police. Et là, vous aurez confiance ou pas dans la police. Et on a vu en France récemment, on voit très souvent dans les démocraties ce problème de la confiance dans la police qui dépend finalement des principes, qui sont les principes de la police. Donc, on ne peut pas à proprement parler avoir confiance dans l'avenir. On peut croire dans l'avenir, on peut être pessimiste ou optimiste, mais ça n'est pas à proprement parler de la confiance. C'est ça le premier point important, je pense, à comprendre. C'est d'autant plus important que je ne sais pas si vous avez vu hier que les économistes qui ne sont jamais en reste ont fait paraître un baromètre du bonheur des Français, où on nous explique que les Français sont malheureux, sont pessimistes, et où absolument tous les concepts sont mélangés. C'est-à-dire le concept de bonheur est mélangé avec le concept de confiance, lui-même mélangé avec le concept d'optimisme ou de pessimisme. De telle sorte qu'on ne comprend absolument pas ce qui est mesuré, parce qu'il n'y a aucune précision conceptuelle. Donc l'optimisme ou le pessimisme, ça n'est pas la même chose que la confiance. Bon. Et pourtant, la question se pose qui est, mais alors, est-ce qu'on ne peut vraiment pas avoir confiance dans l'avenir ? Et la réponse que je vous propose, c'est on peut avoir confiance dans l'avenir si on a confiance dans les institutions qui préparent l'avenir. Et la confiance dans l'avenir, c'est la confiance dans les institutions qui préparent l'avenir. C'est ça la confiance dans l'avenir. Et donc la question est, parce que c'est quoi une institution ? Une institution, c'est ce qui permet de projeter dans le temps la coopération humaine. La vraie source de la prospérité sur la planète, ça n'est ni la croissance, ni le marché, ni la finance. Ce qui fait que l'espèce humaine est prospère, c'est la coopération sociale. Et la raison pour laquelle les institutions sont importantes, c'est parce que les institutions permettent de projeter dans le temps la coopération sociale. Donc quand on se pose la question du rapport à l'avenir, on se pose la question des institutions. Et ça m'amène au deuxième point, qui est, est-ce qu'on peut avoir confiance dans l'avenir aujourd'hui, maintenant ? Et est-ce qu'on dispose d'institutions qui peuvent nous donner confiance dans l'avenir parce qu'on a l'idée que ces institutions vont nous porter, vont projeter cette coopération sociale dans le temps ? Et pour ça, pour répondre à cette deuxième partie de la question, il faut dire ce qui menace, à mon sens, notre avenir en ce début de XXIe siècle. Et je crois que ce qui menace, ce sont deux crises que moi j'essaye dans mes travaux d'articuler depuis un certain temps. Et ces deux crises sont d'un côté la crise des inégalités, qui est en train de dégénérer en une crise de la démocratie, sous nos yeux, et la deuxième chose, ce sont les crises écologiques. Les deux crises qui menacent aujourd'hui notre prospérité, notre bien-être, c'est la crise des inégalités et les crises écologiques. Et la question est, est-ce qu'on peut imaginer des institutions qui permettent de lutter contre ces menaces aujourd'hui ? Commençons par la question de la crise des inégalités. Je disais, crise des inégalités sociales qui est en train de dégénérer en une crise de la démocratie. Le pays de cette crise, ce sont les États-Unis. Moi, j'y vais très souvent, j'y enseigne. Le pays qui est en train de réaliser le plus horriblement cette dégénérescence démocratique, ce sont les États-Unis. C'est-à-dire les États-Unis sont un pays où la crise des inégalités sociales insupportable depuis 30 ans est en train de donner une crise de la démocratie extrêmement profonde. Et donc est en train d'arriver ce qu'on ne veut pas qu'il nous arrive aujourd'hui, et ça s'appelle Trump. Voilà exactement la menace que nous avons. C'est-à-dire le tyran qui arrive après l'échec de la démocratie à lutter contre les inégalités sociales. Et qui arrive à convaincre les citoyens qu'au fond la démocratie est une machine à reproduire simplement les privilèges. Et donc qui dit, comme dans la Grèce antique, maintenant
on évacue le Parlement, on évacue la démocratie, et il y a la tyrannie, parce qu'au fond, la tyrannie, c'est l'aléatoire. Et l'aléatoire, c'est le contraire de la reproduction dynastique. Et Trump a un côté imprévisible, et dans son imprévisibilité, dans son côté aléatoire, c'est-à-dire qu'il est aléatoire pour lui-même, il ne sait pas la minute d'après ce qu'il va dire, en réalité. Ne croyez pas une seule seconde qu'il a la moindre idée de ce qu'il fait, il n'en a pas la moindre idée, c'est de l'improvisation constante, et c'est une incompétence totale, c'est une incompétence qui est modérée, c'est une malfaisance modérée par l'incompétence, Trump. Il est profondément malfaisant, il est profondément nuisible, mais sa limite fondamentale, c'est sa propre incompétence. Mais ce côté aléatoire, ce côté imprévisible, au fond, je crois que ça a un sens philosophique très profond. C'est l'idée que l'aléatoire peut restaurer une forme de justice. C'est l'idée qu'il y a quelque chose comme un tirage au sort quotidien aujourd'hui aux États-Unis, qu'aucune politique n'est écrite parce que la démocratie a donné l'idée aux Américains que c'était simplement une machine à reproduire les inégalités. Et de ce point de vue-là, Hillary Clinton était la candidate dynastique. Elle était la candidate qui proposait d'être finalement celle qui venait après son mari, et de l'idée que la politique désormais, c'était la famille. Voilà. La démocratie désormais, c'était on se passe la couronne d'un membre de la famille à un autre. Et je crois que c'est ce contre quoi fondamentalement les Américains sont élevés en choisissant Trump, ce qui est une erreur tragique et historique, et ils vont le payer très très cher. Mais je crois que c'est ce qui s'est passé en termes de mécanisme. Alors, qu'est-ce qui peut arrêter Trump? Et qu'est-ce qui pourrait arrêter un Trump français? D'abord, contrairement à ce qu'on pense, la démocratie a de beaux restes. Et il y a au moins 5 contre-pouvoirs qui se sont dressés depuis que Trump a pris le pouvoir et qui font leur travail aux États-Unis. Le premier, ça a été la rue. Ça a été une manifestation considérable sur le Capitole, beaucoup plus importante que les gens qui sont venus pour l'inauguration de Trump. Il y avait littéralement des millions de personnes aux États-Unis, alors que la foule qui s'est amassée au Capitole, enfin sur le mall de Washington pour voir Trump était une des plus petites qui a jamais été, de même que le taux de popularité de Trump était un des plus faibles de toute l'histoire des présidents des États-Unis. Pensez pas une seule seconde que cet homme est puissant aujourd'hui. Il est au contraire profondément affaibli. Et il affaiblit très très vite. Bon. Donc le premier contre-pouvoir, ça a été la société civile, les gens qui ont manifesté. Ensuite, ça a été la justice. Les juges qui ont bloqué d'abord une première fois son décret anti-musulman, et puis une deuxième fois son décret anti-musulman, et ça c'est un contre-pouvoir. Et puis ça a été le pouvoir du Parlement. Le Parlement a bloqué sa réforme de la santé, pour des raisons compliquées d'ailleurs, et qui ne sont pas toutes forcément dignes d'éloge, mais le Parlement a joué son rôle de contre-pouvoir. Et puis il y a la bureaucratie, la technocratie, c'est-à-dire que vous avez des agences indépendantes, comme le FBI, qui est en train d'enquêter aujourd'hui sur les affaires de Trump et ses liens avec la Russie, et qui, je vous le dis, peut faire exploser ce président dans les 2 mois qui viennent de façon très très spectaculaire, parce qu'il y a une enquête extrêmement sérieuse sur... Donc il y a plein de contre-pouvoirs. Et puis le dernier contre-pouvoir de Trump, c'est sa bêtise. Et ça, c'est peut-être le contre-pouvoir le plus puissant. Une fois de plus, c'est la malfaisance tempérée par l'incompétence. Et l'incompétence fait... Si vous voulez, la différence entre Trump et Reagan, c'est que Reagan savait qu'il n'était pas très malin. Trump ne le sait pas. Et donc Trump, c'est Reagan sans les fiches. Reagan était connu pour arriver dans les sommets avec des centaines de fiches dans ses poches, qui étaient écrites par des conseillers, et des conseillers qui étaient assez compétents. Par exemple, Jim Baker était quelqu'un d'assez compétent. Trump ne croit pas, d'abord il ne croit pas dans l'effort de lecture et d'écriture, donc on ne peut pas lui écrire des choses qui font plus de 25 lignes parce qu'il ne les lit pas. On dit qu'il ne sait pas lire, c'est pas complètement exclu. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce qu'il fait, c'est qu'il regarde la télévision, il est convaincu que ce qui passe à la télévision est vrai. Il le croit vraiment, ce n'est pas une plaisanterie. Et il a, non seulement lui est incompétent, mais tout autour de lui, les gens sont incompétents. Bon, et donc ça, c'est vraiment la grande chance que nous avons, c'est que effectivement, il y a ce contre-pouvoir-là. Donc ça, c'est les premières institutions. Et vous voyez que quand on dit la démocratie est morte, les populismes sont en train de prendre le pouvoir, on n'arrêtera pas la crise de la démocratie est en train de s'autodétruire, c'est pas ce qu'on voit aux États-Unis. On voit une démocratie qui est en train de résister. Donc ça, c'est les institutions qui, pour l'instant, font leur travail. On verra, ça va être long, ça va être pénible, mais il y a ces... Et la deuxième chose qui résiste, ce sont les territoires. Et ça, c'est très important de bien voir que les États-Unis, ça n'est pas que le pouvoir fédéral. Le pouvoir fédéral, la présidence des États-Unis, c'est une petite partie de ce qui se passe aux États-Unis. Il se passe plein de choses aux États-Unis et vous avez des villes, vous avez des régions, vous avez des localités, des métropoles qui aujourd'hui disent qu'elles n'ont aucune intention d'obéir aux principes qui guident cette administration et qu'elles vont porter autre chose. Et je voudrais, et donc j'en arrive à mon livre. Vous avez vu
tour de passe-passe. Ça y est, je suis à mon livre et à la question des territoires. La première partie du livre consiste à dire que les territoires, que nous vivons un moment territorial, que les territoires ont pris le pouvoir au XXe siècle. Et quand je dis territoire, j'entends toutes les institutions qui sont en dessous du niveau national, les régions, les métropoles, les villes, etc. Et que le XXe siècle, c'est à la fois un double mouvement de prolifération des États-nations. Vous avez 60 États-nations au début du XXe siècle, vous en avez quasiment 200 à la fin, et de subdivision, d'éclatement de l'État-nation, c'est-à-dire du fait qui d'ailleurs nous ramène à l'Europe du XVe siècle. Ce qui est très beau dans ce que nous vivons, et c'est là où on voit l'intérêt de l'histoire, c'est que on est dans une Europe, enfin on est dans un monde des cités-États, des duchés, enfin on est en train de regarder ce qui se passe avec le Brexit par exemple et ce que va être le devenir de Londres. Bon, on voit très bien qu'on est dans un modèle de cité-État. Donc les territoires, eh bien, ont pris le pouvoir. Et aux États-Unis, ça veut dire quoi? Ça veut dire par exemple que la ville de New York, une des choses les plus significatives qui soit passée sur ce pouvoir territorial nouveau, c'est le fait, rendez-vous compte, que la ville de New York aujourd'hui donne des papiers d'identité, des cartes d'identité de New York aux immigrants qui n'ont pas de papier. Parce que New York a décidé d'être ce qu'on appelle une ville sanctuaire. Et le sanctuaire consiste à accueillir des immigrants qui n'ont pas de papier et de ne pas leur faire la chasse, de ne pas leur faire la guerre. Et à New York, vous pouvez, si vous voulez un appartement et que vous n'avez pas de papier officiel, aux États-Unis, il y a très peu de passeports, mais en tout cas pas de permis de conduire, etc., vous pouvez avoir la carte d'identité de la ville de New York. Ben, vous voyez ça, cette carte d'identité de la ville de New York, c'est peut-être le plus beau symbole de la prise de pouvoir des villes et des territoires au début du XXIe siècle. Et le fait que ces institutions-là vont continuer, quel que soit l'agenda de Trump, il va y avoir un conflit et ça va être le 6e contre-pouvoir, ça va être les villes. Les villes vont s'opposer et les régions et les territoires vont s'opposer à ce que Trump va faire. Et l'autre grande région qui s'oppose à ce que fait Trump en ce moment, c'est la Californie. Et la Californie dit, cette semaine, Trump a décidé de revenir au charbon, donc c'est-à-dire de remettre en danger la santé des Américains, etc., pour quelque chose qui n'a aucun enjeu économique, il n'y a plus d'emplois dans le charbon, il en reste 50 000 aux États-Unis, enfin ça n'a plus aucun intérêt sinon pour donner comme signal aux énergies fossiles qu'on va pouvoir se dispenser de contraintes climatiques. La Californie, sous le gouvernorat de Jerry Brown, qui est un vieux gouverneur, qui était déjà gouverneur il y a 40 ans, puis qui est revenu, etc. Comme quoi, en politique, on peut durer très longtemps. Un message d'espoir donné à tous nos candidats. Donc, Jerry Brown dit, eh bien, Trump peut faire ce qu'il veut. Moi, je représente une région de 40 millions d'habitants. Et nous, on va faire non seulement l'accord de Paris, mais on va faire encore mieux que l'accord de Paris. Et parce qu'on le fait, peut-être que ça va durer 4-5 ans, cette histoire de Trump, on verra. Je vous dis, ça peut s'arrêter beaucoup plus vite qu'on ne le croit. Mais ce qui est sûr, c'est que quand le pouvoir fédéral reviendra à la réalité et reprendra ses esprits, eh bien nous aurons avancé et grâce à ça, le pouvoir fédéral pourra nous prendre comme modèle. Et c'est très exactement ce qui s'est passé quand Barack Obama est devenu président des États-Unis. Il y avait eu 10 ans de ténèbres au niveau du climat avec George W. Bush. Pendant ce temps-là, la Californie avait avancé. Et quand Barack Obama est arrivé au pouvoir, il a pris les standards d'émission, enfin les standards de consommation des véhicules automobiles de la Californie. Donc être pionnier, ça veut dire qu'à un moment, on peut devenir le modèle. Et toutes ces expériences locales qui se passent aux États-Unis, ce sont autant de structures de rémanence de la démocratie qui réapparaîtront quand le pouvoir fédéral, quand on aura chassé le tyran. Donc ne pensez pas une seconde qu'il ne se passe rien. Et au contraire, les territoires, c'est un formidable espoir pour ça. C'est-à-dire que ce sont... Et si demain, ce qu'à Dieu ne plaise, nous avons un Trump ou une Trump en France, dites-vous bien que la vie va continuer dans les villes et que la vie va continuer dans les régions et qu'on n'abolira pas les... Et ça, c'est un argument très important. Un des moyens de lutter contre cette folie de l'identité nationale. Patrick Boucheron lutte par l'idée de la globalité, de l'histoire globale, montrer que c'est global. On peut faire aussi une histoire locale et montrer qu'un des moyens de lutter contre cette folie de l'identité nationale, ce sont les identités territoriales. C'est ce qui se passe dans les territoires, parce que cette identité nationale qu'on nous vend, elle est totalement abstraite et désincarnée. En réalité, elle n'a que faire des terroirs et elle n'a que faire des territoires. Les véritables identités en France, il n'y en a pas une, il y en a plein. Et elles continueront d'exister, même si demain, on avait une extrême droite au pouvoir qui commençait à nous faire des grands discours sur ce que c'est qu'être français. On saurait quand même demain ce qu'est être bordelais, même si on nous expliquait ce qu'est être français. Donc vous voyez, les territoires, c'est une institution très puissante pour lutter contre cette idée de la dégénérescence de la démocratie sous l'effet de la crise des inégalités.
Ensuite, et c'est le deuxième point, j'ai commencé à en parler, les territoires, c'est ce que j'essaye d'expliquer dans le livre, un formidable espoir pour la transition sociale écologique. Alors pourquoi sociale écologique? Pourquoi la transition sociale écologique? Parce que pour combiner la question écologique avec la réalité quotidienne, il faut comprendre que les questions écologiques sont des questions sociales en réalité. Quand on parle, et ce sont des questions quotidiennes et ce sont des questions locales. Vous avez sûrement vu le formidable film de Cyril Dion et de Mélanie Laurent, Demain. D'accord? Qui l'a vu dans la salle? Eh bien, ce film aurait pu s'appeler Ici. Vous voyez? C'est pour ça que moi j'ai appelé ce livre À l'horizon d'ici. Parce que ce livre vous montre que l'avenir se construit dans le local. C'est-à-dire que ce que vous avez dans le film, c'est des initiatives locales qui construisent l'avenir. Et donc, il y a une espèce d'articulation entre la question du temps et la question de l'espace qui fait que toutes ces initiatives, c'est ce que Elinor Ostrom appelait la transition polycentrique. La transition polycentrique, ça veut dire que toutes les initiatives émergent à différents niveaux et que on n'attend pas que les Nations Unies décident qu'il faut se soucier du changement climatique pour faire quelque chose dans les territoires, en Gironde ou ailleurs. On fait les choses et généralement ensuite, on les extrapole. Et donc ça ne marche pas du sommet vers le bas. Ce que montre Demain, c'est qu'en fait la transition que moi j'appelle sociale écologique, qu'on pourrait appeler écologique, elle est entamée déjà. Sur la question de l'alimentation par exemple. Il y a une véritable révolution sur la question de l'alimentation qui se fait, sur les circuits courts, etc. Sur la question de l'énergie, on parlait de la loi de transition énergétique. La loi de transition énergétique institue les territoires énergie positive. C'est-à-dire le fait qu'il faut que les territoires se réapproprient leur énergie et que c'est ça, la transition énergétique. Ce qui se passe en Allemagne, la transition énergétique, le grand virage énergétique Energiewende, et le fait qu'elle ait tellement de succès, car quoi qu'on en dise en France, elle a énormément de succès, et oui, les émissions de CO2 baissent en Allemagne, elle se fait par les territoires. Donc il y a une transition par les territoires, en fait, qui se passe. Voilà. Et donc, dans le livre, j'essaye de montrer que, pour ça, pour faire des territoires l'institution par excellence de la transition sociale écologique, eh bien, il faut repenser un petit peu les ambitions des territoires. Et que l'ambition, ça ne peut pas être la croissance. L'ambition, ça ne peut pas être augmenter le revenu par habitant et faire des concurrences entre régions sur qui a le plus grand revenu par habitant. Moi, les horizons qui me semblent pertinents, c'est le bien-être, la résilience et la soutenabilité. Le bien-être, c'est reconnaître que ce qui fait la prospérité humaine, c'est pluriel. C'est pas que le revenu ou le PIB par habitant ou la croissance. C'est l'éducation, c'est la santé. Les inégalités sociales en France aujourd'hui, elles sont massivement d'éducation et de santé. Et ces inégalités d'éducation et de santé, elles sont territorialisées. Donc il y a une problématique de bien-être et même d'égalité des territoires dans la question du bien-être qui doit être posée. Et donc le passer de la croissance au bien-être, je vous garantis, ça change tout. Et donc on essaye de travailler avec des institutions nationales sur proposer des indicateurs de bien-être qui permettent justement... Pourquoi? Parce que l'ambition, c'est changer ce qu'on mesure pour changer ce qu'on fait. C'est pas juste pour le plaisir de mesurer. C'est qu'on a l'ambition de faire en sorte... Si vous dites l'ambition fondamentale, c'est augmenter la croissance de 2% par an, vous mettrez en place les politiques publiques qui visent à augmenter la croissance de 2% par an. Ça veut dire que vous sacrifierez le reste. Par exemple, Trump veut une croissance de 4% par an. Ce qu'il veut, c'est supprimer l'assurance santé parce que ça va permettre d'augmenter la croissance économique. Si vous augmentez le profit des entreprises qui font des profits colossaux sur l'assurance santé aux États-Unis, vous augmenterez la croissance. Mais vous aurez diminué le bien-être. Vous aurez détruit même une partie importante du bien-être. Quand vous dites on va faire du gaz de schiste, etc., parce que ça va augmenter la croissance, vous détruisez les écosystèmes. Donc la question, c'est d'arriver à montrer que le bien-être, c'est pluriel, qu'il ne faut pas qu'une dimension, qui est la dimension économique, écrase toutes les autres, et de montrer que voilà, les choses qui comptent pour les humains, pour moi, l'économie, c'est valoriser ce qui compte, vraiment. Et donc ça veut dire sortir précisément de la croissance et sortir de ce mythe et de cette illusion qui est largement véhiculée par les économistes et qui aboutit à une destruction du bien-être. La résilience, c'est de dire, au fond, et je vais m'arrêter, je te vois Thierry. Juste essayer d'être discret. Non, je t'ai vu. À la minute où tu as bougé ta main, je t'ai vu. Donc la résilience, c'est le fait de dire le bien-être doit supporter les chocs.
C'est-à-dire qu'on sait que les chocs vont arriver. On sait malheureusement qu'on est en retard dans la lutte contre le changement climatique. Donc on sait qu'on va avoir des canicules, on les a déjà, et il y a des chocs très importants. Donc est-ce qu'on peut faire en sorte de supporter ces chocs et de se préparer à faire en sorte que notre bien-être subisse des chocs? Par exemple, une crue centenale à Paris. Est-ce qu'on a aujourd'hui les moyens de préserver le bien-être des Parisiens si on a une crue du type de celle du début du XXe siècle? Ça, c'est la question de la résilience. Et enfin, la question de la soutenabilité consiste à dire tout simplement, choc et pas choc, il faut essayer de faire en sorte que on vive de manière harmonieuse avec la biosphère, tout simplement parce que l'économie en dépend. Si vous voulez, l'économie, c'est simplement une petite partie de la biosphère. Donc si la biosphère s'effondre, l'économie s'effondrera aussi. C'est ce que sont en train de comprendre les Chinois aujourd'hui. Vous faites 12% de croissance pendant 10 ans, il n'y a plus d'eau potable, il n'y a plus rien à manger de correct, il n'y a plus d'air respirable, et donc votre économie s'effondre. Et les Chinois ont dit, OK, on passe de 12% à 6,5%. Si vous avez suivi ce débat passionnant, enfin ce débat, c'est justement pas un débat, mais cet événement passionnant qui est le congrès annuel du Parti communiste chinois, qui vient de se terminer, c'est pas en streaming, et encore moins sur le site de la librairie Mola, je pense. Et vous avez vu que les Chinois ont confirmé le fait qu'ils décélèrent économiquement, ils passent de 12 à 6,5%, parce que, et c'est pas une crise, c'est une transition, parce qu'ils ont compris qu'ils sont en train de s'autodétruire. Donc c'est la même chose qu'on doit faire aussi, si les Chinois l'ont compris, je pense qu'on peut le comprendre aussi en France et dans les territoires français, qu'en effet il faut arriver à une décélération économique pour préserver ce qui est essentiel. Donc dans ces trois choses-là, bien-être, résilience et soutenabilité, les territoires ont un rôle absolument fondamental à jouer. Et si on arrive à construire des territoires qui sont tournés vers le bien-être, la résilience et la soutenabilité, et qui deviennent des institutions de la transition sociale écologique, alors oui, on pourra effectivement avoir confiance dans l'avenir. Merci. Bien, donc merci Éloi pour ce propos qui donne des raisons d'espérer. Alors c'est pas une question, c'est vrai que je me pose quand même la question de la bêtise des dirigeants comme contre-pouvoir, et ça j'aimerais que l'historien y réponde, mais Patrick Boucheron a le droit de réagir comme il veut au thème de la soirée dont Éloi nous a dit qu'il entretenait plein de confusion. Merci Thierry, bonjour à tous, bonsoir à tous, et évidemment, j'ai très envie de partir bille en tête ou pied au plancher, même si on ne croit plus à une société de vitesse et de consommation, vers toutes ces invitations à penser et à agir. J'aime beaucoup cette idée que, au fond, demain et ici sont deux mots interchangeables. C'est très exactement de cela dont on a à parler. Si à l'horizon d'ici, c'est justement l'horizon de l'avenir, et si un film qui s'appelle Demain peut s'appeler Ici, alors pour l'historien que je suis, ou que je tente d'être, car c'est jamais donné, car il faut travailler à le demeurer et à conserver cette exigence et cet effort patient. Cela désigne au fond ce que devrait être le temps. Tout le monde comprend d'évidence, tout le monde sait d'expérience que notre présent est riche de passé accumulé, mais nous savons aussi qu'il est criblé d'avenir, et que ces éclats d'avenir fait qu'on ne perd jamais son temps, au fond, à faire des sciences sociales, en tant que toutes les sciences sociales, économie, sociologie, anthropologie, histoire, sont des sciences historicisées, sont des sciences du temps, et le temps, effectivement, nous permet de saisir qu'il y a, pour comprendre notre avenir, qu'il ne nous suffit pas seulement d'imaginer des mondes meilleurs, mais d'être ici et là attentif à ce qui se fait déjà. Et c'est ça, cette idée qui est très simple, qui est très modeste, parce que si demain est dans l'ici, ça veut dire qu'au fond, les politiques les plus dangereuses sont celles qui sont les plus inattentives aux ressources d'énergie, d'intelligibilité, de curiosité, de ce qui localement, effectivement, dans ce qu'on peut appeler les territoires, se passe sous nos yeux, et que par morgue ou par inattention, nous ne voyons pas. Dire qu'une bonne partie des problèmes que nous avons à résoudre sont déjà
quelque part résolue. C'est une manière effectivement de faire confiance au fond à l'énergie sociale que il me semble eh bien une initiative comme la vôtre, la Fondation Bordeaux Université et la chaire Gilles Deleuze a d'une certaine manière si brillamment relevé. Et c'est pour ça que je ne veux pas partir bille en tête, je ne veux pas me dérober aux remerciements sincères que je vous dois à la Fondation, aux mécènes, à l'organisation, à tous ceux qui ont bien voulu nous accompagner, dire d'un mot que ce fut pour moi une expérience extrêmement enrichissante, émouvante, contre-intuitive parmi l'ensemble des mots qui ont été adressés avec bienveillance avant que nous ne commencions ce débat. J'aimerais relever celui de contre-intuitif. Oui, c'est vrai que c'est contre-intuitif d'inviter un historien qui plus est d'une période ancienne à tenter de réfléchir à ces thème à la fois si brûlant et en même temps si technique des rapports entre métropole, nature et démocratie. Et le fait qu'on puisse prêter attention à ce que un médiéviste pense de tout cela n'est assurément pas bon signe sur notre capacité effectivement à construire notre avenir commun. Mais voilà, d'une certaine manière, je pense que être contre-intuitif, c'est aussi aller contre l'intuition, c'est aussi un effort et qui peut être au fond une bonne définition de ce que c'est que la pensée, aller à contre-pente de l'intuition. Alors l'intuition sur l'organisation d'un tel débat consisterait à accepter le partage des rôles suivants, à l'économiste de nous dire ce qu'est la confiance, à l'historien de nous enseigner ce qu'est l'avenir. Puisque à partir du moment où j'ai défini effectivement le temps comme cette non seulement pas justement ce qu'on croit, hein, c'est-à-dire une succession où le passé s'épuiserait dans le présent et serait aveugle à l'avenir, mais une capacité au fond à chercher dans ce qu'il y a d'accumuler dans le présent une ouverture sur l'avenir, eh bien au fond on rejoint là la question des lieux. Parce que c'est vrai que c'est tout à fait frappant de considérer que notre société, qui apparemment par son gain technique, par la fin de la tyrannie de la distance, par l'instantanéité de la communication, par cet optimisme du désencastrement de l'économie qui évidemment produit une société idéalement liquide, comment se fait-il que cette société qui, au fond, normalement nous promettait des horizons ouverts, eh bien, produise le système dans lequel nous vivons, plus ou moins bien, avec plus ou moins de bien-être, justement, dans une terre de moins en moins habitable, parce que la richesse y est de plus en plus localisée, de plus en plus violemment concentrée en des points de la Terre, qui sont des points à la fois étroits et dangereux pour l'ensemble de l'écosystème. Cette hyper-localisation de la richesse, c'est aussi une concentration du temps. C'est quelque chose qui m'a beaucoup frappé à lire Éloi Laurent sur cette pensée des territoires qui me paraît incroyablement engageante pour l'avenir. Mais je le lisais aussi, ce livre vif et si cinglant, je le lisais en même temps qu'un livre, là pour le coup très imposant et très gros, de Luc Boltanski et d'Arnaud Esquer, qui s'appelle L'enrichissement, et qui montre comment ces lieux, j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez, sont aussi des lieux où se dépose non seulement la valeur, mais aussi le passé. Et qu'aujourd'hui, c'est d'une certaine manière avec le passé
que l'on fait de la valeur. Et qu'il y a là, bien plus que la question du patrimoine, une inégalité fondamentale de notre rapport, non seulement à l'espace, nous savons bien qu'il y a une fracture spatiale, mais également au temps que nous devons déterminer. Oui, je disais, si on n'était pas contre-intuitif, eh bien, je devrais me contenter de parler de l'avenir et de laisser l'économiste définir, et il l'a très bien fait, la confiance. Quelques mots quand même sur sur cette notion de confiance et sur le fait que je serais bien en accord avec vous pour ne pas lui trouver au fond un air aussi engageant qu'on pourrait le penser, précisément parce que son étymologie est trompeuse. Doit-on faire confiance aux institutions ? Oui, on doit le faire parce que sinon, évidemment, on est dans une grande difficulté. Ce que j'ai le plus apprécié dans ces moments passés avec vous, et je dirais volontiers ce qui a déjà été dit par Thierry, que évidemment c'est toujours un plaisir pour moi de m'adresser à des étudiants, à des doctorants, etc. Mais ce qui m'a le plus surpris et le plus enthousiasmé, et au fond ce qui m'a le plus fait espérer, c'est effectivement sortir de ma zone de confort pour aller au village, pour aller à Sistra, pour aller travailler avec d'autres acteurs et ainsi confronter nos expériences du temps et des territoires. Et j'ai trouvé ça profondément engageant. Je dois dire aussi, pour ne pas conforter le tableau pessimiste, mais dans lequel je me retrouverai aussi, de ce que tu as dit de l'université, que c'est toujours pour moi un extraordinaire encouragement de travailler et d'écouter les doctorants, comme j'ai fait la fois dernière, ou l'ensemble des étudiants que nous avons eu le plaisir de croiser. Il faut que tout le monde soit persuadé que s'il y a un avenir dans ce pays, il est là. Que je dirais que le niveau justement des sciences économiques, des sciences sociales est incomparablement meilleur que lorsque je faisais mes études, que le niveau monte, quoi, disons. Voilà. Il faut le savoir. Il faut savoir que la ressource d'énergie et d'intelligence, elle est aujourd'hui dans cette jeunesse bien malmenée et bien malmenée justement par les institutions. Je suis pourtant dans une des institutions les plus protégées de France, le Collège de France. Je peux vous assurer que nous avons, y compris dans cette institution, qui, effectivement, vue de France, peut paraître confortable, mais vue d'Europe, n'est absolument pas n'est pas assez attractive pour faire revenir ou simplement retenir les meilleurs chercheurs, par exemple en chimie, en médecine ou en physique. En physique, c'est un peu moins vrai, mais en tout cas en chimie, c'est absolument criant. Donc il faut savoir qu'à force d'avoir conforté une politique qui est une politique de désinvestissement dans la recherche publique, la France est toujours capable de produire, par exemple, les meilleurs chimistes, mais n'est plus capable de les retenir. Par exemple. Voilà, pardon, mais j'en parle tout à fait librement. Aujourd'hui, c'est d'une certaine manière mon quotidien. Voilà. Et je suis très surpris. Je pensais effectivement qu'on n'était pas compétitif, évidemment, par rapport à un poste prestigieux au MIT, je sais pas, aux États-Unis, en Suisse, etc. Mais partout ailleurs. Également en Allemagne, bien sûr, en Suède, ça va sans dire. Enfin, voilà. Bon. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la confiance dans les institutions, oui, sans doute, mais au fond, doit-on lui accorder confiance dans les institutions, et est-ce que ça suffit à assurer notre avenir ? Je ferais volontiers mien la distinction, le distinguo de Patrick Ménigier sur ce qu'on peut attendre
d'un pouvoir. Le pouvoir nous réclame la confiance. Les dirigeants ne cessent, qu'ils soient économiques ou politiques, ne cessent d'attendre de nous la confiance. Au fond, nous n'avons aucun intérêt et aucune raison valable de leur accorder. Parce que le rapport politique ordinaire, il n'est pas de confiance. Il est d'un usage modéré et raisonné de la méfiance. Parce qu'au fond, il y a trois états. Il y a la confiance, il y a la méfiance et il y a la défiance. Dès lors qu'un État, mais c'est vrai aussi d'une institution économique, suscite la défiance, alors c'est terminé. Alors effectivement, il y a une sorte de désenchantement. Alors les Grecs ne croient plus à leur mythe. Alors au fond, nous sommes dans une perte irréparable, crise de légitimité économique, crise de légitimité politique, crise des inégalités. Dès lors que la défiance s'installe, on peut dire qu'il y a de l'irrémédiable. La méfiance, c'est une série de petits arrangements avec l'avenir. C'est une myriade, comme un bruit de fond de « pour l'instant, ça va encore ». Cette fois-ci, ça va. Cette fois-ci, on fait un bout de chemin ensemble. Et c'est comme cela qu'on construit une relation politique. Donc, là, l'avenir. Si on a confiance en l'avenir, alors je crois qu'on peut s'accorder sur l'idée que c'est vers de grandes désillusions que l'on s'achemine, parce qu'au fond, il n'y a que les esprits religieux qui ont confiance en l'avenir, et il me semble que l'histoire est l'art de profaner le temps, c'est-à-dire de tranquillement contester ce qu'il peut y avoir de providentiel dans l'état sur la flèche du temps, et de dire qu'il n'y a pas plus de principes indiscutés et immuables, Dieu jadis, le prolétariat, le monde, voilà, enfin tous les principes indiscutés d'une histoire universelle qui ferait que l'histoire avancerait d'elle-même, poussée par un principe vers un horizon inexorable. Si on croit ça, alors effectivement, on peut avoir confiance en l'avenir. Mais pour ma part, écrire l'histoire, c'est, je crois que ça consiste à désorganiser les continuités. Et donc, c'est une attitude qui est profondément irreligieuse au sens où elle ne relie plus. Bon. Il y a une manière très simple et très flatteuse et très facile, au fond, de sortir de cette inquiétude, c'est la défiance. C'est effectivement dire, ben oui, puisque je ne suis pas sûr de l'avenir, je suis au moins certain de sa perte. Et il faut dire combien le déclinisme est une facilité, et une facilité qui, d'une certaine manière, à ceux qui veulent bien s'y contraindre et s'y abandonner, eh bien, assure une position à la fois virile, héroïque et tout à fait satisfaisante sur le plan personnel, parce qu'elle déresponsabilise. La défiance, comme la confiance, est une manière, au fond, d'orienter le temps. Donc moi, je pense qu'on doit être méfiant vis-à-vis de l'avenir. Je vais vous prendre un exemple. Il y a un avenir électoral immédiat. Est-ce qu'on doit être confiant ? Est-ce qu'on doit penser que c'est fait et que, donc, de toute façon, c'est déjà écrit ? Évidemment, la seule solution socialement efficace, c'est de se méfier un peu. Et donc ensuite, après, d'en tirer les conséquences nécessaires. Lesquelles ? D'abord, le fait
et j'en terminerai par là parce que je voudrais qu'on puisse discuter, que la seule chose qui soit véritablement à notre portée, c'est de rappeler quelque chose de très simple, qui est que, au fond, le projet social de bien-être, qui est un projet d'égalité, de démocratie, il repose sur une seule certitude, qui est que, avec un accès au savoir à tous, on produit la capacité pour chacun de réfléchir aux contraintes qui pèsent sur nos vies et d'agir en conséquence, de manière informée. Il y avait un rapport qui était un rapport, je dirais, un lien de solidarité et de solidarité active entre la pensée progressiste et les sciences sociales. Il y a une affinité qui est une affinité profonde entre la sociologie en tant qu'elle construit une description scientifique de la société et comme viennent de le rappeler Bruno Carsanti et Cyril Lemieux, le socialisme de Marcel Mauss entend qu'il assure à la société une voie de sortie de l'étau qui risque de lui être fatale entre le libéralisme et le nationalisme xénophobe. Puisque c'est de ça dont on parle. C'est-à-dire, comment se fait-il que le libéralisme, qui est d'une certaine manière une évolution profonde, puissante, de très longue durée, que Karl Polanyi met en rapport avec le désencastrement de l'économie, c'est-à-dire qui se libère, qui s'affranchit progressivement de toute régulation sociale, et qui inévitablement produit une société qui, évidemment, exacerbe les inégalités. Comment se fait-il que cette société-là ne soit pas corrigée, mais contrariée par le nationalisme xénophobe? Si nous parlons de l'Europe, on en est là. C'est-à-dire qu'une Europe de plus en plus libérale produit un triomphe qui est pour demain de tous les nationalismes xénophobes. Bon. Carsanti et Lemieux, dans ce livre récent, abordent de front cette question. Et c'est la question de notre avenir. Et une des manières d'y répondre, c'est de revenir justement aux origines des sciences sociales. Marcel Mauss, j'y faisais allusion, écrit au lendemain de la guerre un livre inachevé, probablement en 1920, mais qu'on ne connaît que par ses brouillons et qui a été en 2013 publié sous le titre « La Nation ». Il cherche à ce moment-là à définir, autrement que de manière, je dirais, civique, à la manière d'Ernest Renan, une description sociologique de la nation. La nation, peut-être, et là je suis en accord avec vous, c'est notre cadre d'expérience politique et sensible. Mais pour le décrire, le nationalisme n'est pas la meilleure manière de le faire. Autrement dit, le nationalisme échoue à décrire la nation. C'est les sciences sociales qui en produisent la description la plus exacte. Et j'ai bien entendu effectivement ce que vous avez dit l'un et l'autre. D'une certaine manière, alors je veux bien dire que les historiens travaillent à la globalisation, mais pour comprendre le fait national, pas pour l'ignorer.
On ne peut plus continuer à l'ignorer. Parce que sinon, effectivement, on en a les formes les plus empoisonnées. Alors, il y a d'autres territoires que la nation. Mais il faudra affronter celui-là. Et il faudra l'affronter avec les armes des sciences sociales, qui contribuent, je crois, à en définir une vision non mortifère. Pourquoi ? Parce que, bien sûr qu'on peut rêver à un archipel métropolitain qui, effectivement, à distance, se faisant confiance à distance, la confiance à distance est un élément très important, effectivement, que les historiens, que les économistes, que les sociologues travaillent. Je vous donne un exemple qui est tout à fait fascinant. C'est l'exemple ancien du commerce interculturel que Francesca Trivellato a étudié dans Corail contre Diamant. On en parlait justement récemment avec des entrepreneurs. Au XVIIe siècle, des compagnies juives, notamment de Livourne, organisent un commerce de très longue distance et interconfessionnel entre le corail méditerranéen et les diamants de Goa. Comment il y a un moment qui est quand même un peu un moment angoissant. Là, il faut avoir confiance en l'avenir. Vous envoyez votre corail, on est au XVIIe siècle, hein, des gens que vous n'avez jamais vus, dont vous ne savez pas la langue, qui ont une religion qui vous inspire, qui sont musulmans, au mieux de l'indifférence ou du mépris, le plus souvent de l'hostilité. Bon. Et vous leur envoyez du corail et vous attendez, vous espérez que reviennent des diamants 2 mois plus tard. Il faut quand même se faire confiance. Qu'est-ce qui garantit cette confiance ? C'est pas la communauté, puisqu'on n'est pas de la même. C'est l'institution sociale. Il y a effectivement un droit, il y a des lettres de change, il y a des comptoirs qui s'organisent, et d'une certaine manière, ça crée de la confiance à distance. Alors, est-ce que les archipels métropolitains vont créer une confiance à distance qui va d'une certaine manière permettre de desserrer l'étau des nationalismes xénophobes? On peut le penser. Mais moi, je pense qu'il faudra aussi affronter, sans louvoyer, la question nationale. Dans l'histoire mondiale de la France, dont il est question et qui a suscité à la fois un engouement public et critique, mais aussi des critiques de plus en plus agressives, qui définissent aussi le moment où nous sommes et le danger qui nous guette. Bon. Pose la question du fait national et pose au fond la question, et sur laquelle je voudrais m'arrêter en guise de provocation, mais de provocation au débat. On ne peut pas se contenter, on ne peut pas accepter, on ne peut pas tolérer de se laisser enfermer dans un face-à-face entre le cosmopolitisme et l'enracinement. On n'a pas à choisir entre le cosmopolitisme et l'enracinement. On doit effectivement, et là, je dis et redis combien la position d'Éloi Laurent me semble importante. Investir la question de la justice territoriale, à ceci près que, effectivement, je pense que le territoire, c'est, comme vous le définissez dans les premières pages de votre livre, effectivement un espace politisé, un espace gouverné, mais je pense que c'est aussi un espace sédimenté par le temps historique. Voilà. Et que le gouverner, c'est aussi gouverner sa mémoire, son passé, le récit qu'on en peut faire. Mais à ce moment-là, il faudra aussi se poser la question de ceux qui n'ont pas confiance en l'avenir parce que le libéralisme ne leur offre aucune possibilité de penser leur bien-être autrement qu'en les laissant dans la trappe du nationalisme xénophobe. Alors, nous sommes universitaires, industriels,
des cosmopolites heureux. Mais il faudra bien, à un moment, s'intéresser à ceux qui sont des enracinés malheureux et réclamer pitié pour les autochtones, pour ceux qui sont quelque part et ne peuvent pas aller ailleurs. Et à cela, pour l'instant, on n'offre aucune possibilité politique. Et on n'offre aucune possibilité réflexive. Et c'est cela qui est justement la méfiance que l'on doit opposer à l'avenir. La seule manière, au fond, de la gouverner, cette méfiance, c'est de rappeler que, encore une fois, face à cette crise que vous appelez la crise des inégalités et la crise écologique, et je suis d'accord avec vous, dans les deux cas, il y va du rapport que nous avons avec le fait, avec la vérité, avec la connaissance. Se souvenir que le projet, qui était le projet initial des sciences sociales, d'émancipation, les sciences sociales, c'est une philosophie de l'émancipation, par la connaissance, par l'accès de tous au savoir, pour que chacun puisse s'affranchir de ce qui le gouverne et le domine. Et que dès lors qu'on perd de vue cette visée sociale, alors oui, nous tombons dans un monde qui risque d'être dangereux. Mais voilà, nous sommes ensemble, et il y a des livres, il y a des libraires, il y a des acteurs sociaux, il y a différentes disciplines, et au fond, désespérer n'est pas seulement moralement inacceptable, mais intellectuellement insuffisant. Donc, au fond, on n'a pas le choix, et il faut donc faire avec ce qu'on a, là où on est, et je ne peux pas dire autrement que la plus belle chose que j'ai lue dans le livre d'Éloi Laurent, et qui m'encourage à faire le mien, puisque apparemment j'ai compris que c'était une invitation polie, mais tout de même appuyée à le faire, c'est cette synonymie entre ici et demain qui doit, à mon avis, nous rassembler. Je vous remercie. Bien, merci. Peut-être que Éloi Laurent veut réagir à ce qui vient d'être dit. Et je propose à la salle de commencer à réfléchir à ces questions. Vu la qualité de nos professeurs invités, vous voyez que vous pouvez poser toutes les questions que vous souhaitez et que vous n'auriez jamais imaginées. Simplement, préparez-les. Je crois que quelqu'un propose... Voilà, Isabelle aura le micro, mais réfléchissez-y le temps, effectivement, qu'Éloi Laurent nous dise quelques mots. Éventuellement, faites-vous apercevoir. On fera, comme d'habitude, 3-4 questions en bloc. Parce que je crois que c'est bien que nos intervenants aient le temps de répondre. Voilà, je vous dis en termes de philosophie, je préfère, en termes de ne pas être tout le temps à les interrompre comme si on était à la radio. Non, c'est bien les écouter avec le tempo. Éloi. Bien, merci beaucoup pour ces commentaires qui me font très plaisir et ces éloges. Ce n'est pas rien de recevoir des éloges de Patrick Boucheron, donc je suis content d'être venu. J'étais aussi content pour d'autres raisons, mais enfin, c'est là quand même. Donc merci beaucoup. Je vais répondre sur 3 points. Le premier point qui est la question du rapport entre les inégalités et le temps. Le deuxième qui est le rôle de la défiance politique dans le libéralisme. Et le troisième qui est la question du fait national. Sur le point qui est soulevé par Boltanski et Esquer sur l'idée que le passé, au fond, devient une marchandise
très convoité. Je pense qu'on peut lire ça comme ça, c'est très intéressant du point de vue de la sociologie, presque de la sociologie des objets en quelque sorte, de montrer ça, de montrer de quelle manière le passé est marchandisé et valorisé. D'un certain point de vue, il y a quelque chose d'un peu tautologique dans le fait de dire que l'enrichissement suppose l'histoire, puisque l'enrichissement supposant l'accumulation, il y a forcément, je veux dire, il est évident que l'enrichissement suppose la valeur créée. Mais je crois qu'il y a une autre façon de lire ça, qui est celle sur laquelle vous avez insisté, qui est de dire que la concentration de la richesse en certains lieux, au fond, a une forme de ce qu'on appelle en physique d'hystérèse. C'est-à-dire, l'hystérèse, c'est un effet qui se poursuit quand sa cause a disparu. Et quand on regarde une carte du monde, quand on regarde une carte de l'Europe, on est frappé de voir, même une carte des États-Unis, on est frappé de voir la permanence de l'espace de la révolution industrielle, par exemple, qui s'inscrit dans la richesse d'aujourd'hui, parce qu'on a des effets d'accumulation qui, en fait, sont, et d'agglomération, ce qu'on appelle en économie l'agglomération, et qui sont en fait très difficilement surmontables. Mais je crois qu'il y a encore une autre dimension dans cette idée du rapport entre le temps et les inégalités, c'est que au fond, aujourd'hui, le temps est sans doute, et le fait d'avoir le temps est sans doute une des marques les plus distinctives de la richesse. C'est-à-dire que nous sommes dans des sociétés qui ont déclaré la guerre au temps, et le fait de ne plus avoir le temps, c'est le signe de la faiblesse politique. Et ceux qui sont les puissants aujourd'hui sont ceux qui ont le temps. De même que ceux qui sont les puissants aujourd'hui sont ceux qui ont des stylos-plumes, qui signent de manière manuscrite. C'est une marque de la puissance quand tout le monde est passé à l'ordinateur. Parce que c'est vous, quand vous signez, que ça veut dire que, précisément, il reste ces rapports à l'objet. Et cette idée d'avoir le temps, c'est dans des sociétés qui ont déclaré la guerre au temps par les technologies numériques, c'est en fait une marque de puissance. Et donc une marque, et donc il y a un rapport tout à fait entre la crise des inégalités et ce rapport au temps, qui est très marqué socialement, de plus en plus marqué socialement. La deuxième question qui est le rôle de la défiance dans le libéralisme politique, ça j'en suis convaincu. On appelle d'ailleurs dans les systèmes parlementaires ça des motions de défiance constructive. Donc à l'origine même, si on reprend Locke, etc., la défiance c'est la construction du rapport. Donc en effet, c'est pas naturel d'être confiant. Ce qui est naturel, c'est d'être méfiant, voire défiant, et ça construit une forme de confiance qui est extrêmement fragile et qui prend beaucoup de temps à être accumulée et quelques secondes à être détruite, confère les affaires Cahuzac, etc. Et peut-être que, moi je me demande souvent, mais quel a été le sujet de cette élection ? C'est très compliqué de comprendre de quoi on a parlé dans cette élection présidentielle. Et peut-être que le sujet de cette élection, c'était la confiance. Peut-être que c'est ça, en fait, dont on a parlé profondément dans cette élection présidentielle et que on ne l'a pas encore mesuré à quel point, justement... Voilà, donc là, le rôle de la défiance, oui, c'est vraiment la position naturelle, je dirais, par rapport à... Alors là, pour reprendre les États-Unis, mais de manière positive, c'est vraiment la déclaration d'indépendance. C'est-à-dire, c'est vraiment le fait d'affirmer une communauté politique par ce qui est une déclaration de défiance. C'est une déclaration d'indépendance, mais en fait, fondamentalement, c'est une déclaration de défiance. Et enfin, le dernier point, parce que je ne veux pas être trop long, sur le fait national et le caractère finalement incontournable du fait national et le fait qu'il faut s'en soucier et qu'on ne peut pas y échapper par le global ou par le local, il faut l'affronter. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, je reprendrai le baromètre qui est paru hier. Il y a beaucoup de choses contestables et notamment la manière dont les données sont interprétées, mais il y a une donnée très fondamentale qui apparaît quand on regarde les données qui ont été collectées. Et c'est le fait que les Français ne sont pas uniformément défiants ou uniformément pessimistes. Et ils ne sont pas non plus uniformément malheureux. Vous savez qu'il y a une légende en France qui est qu'on est pessimiste, malheureux et défiant. Et c'est pour ça, fondamentalement, qu'on a tous ces problèmes. Bon. Et donc, on parle de société de défiance, du malheur français, etc. Les nuances de la défiance, du malheur et du pessimisme sont absolument fascinantes. Par exemple, on voit que les Français sont heureux dans le privé et malheureux dans le public. On dit qu'il y a un bonheur privé et un malheur public en France. Et ça désigne quoi ? Ça désigne que le fait que les gens qui se disent malheureux sont notamment malheureux de la France. Pas de leur vie, mais de la France. Et ça, c'est une donnée très intéressante. Et dans ce baromètre, on nous dit « Ah ben voilà, c'est très simple, il y a un rapport entre le malheur et le vote politique. » Alors, je vous donne un scoop. Les gens malheureux votent Le Pen, les gens heureux votent Macron. Hein, c'est ce que j'ai vu hier au journal télévisé, dans le résumé du baromètre en question. Tout ça, c'est pareil d'un point, parce que les gens qui votent Le Pen, c'est 5,4 sur une échelle 0 à 10, et ceux qui votent Macron, c'est 6,4. Donc déjà, on voit tout de suite qu'il y a un problème, et tous les candidats sont situés dans un point de différence. Donc déjà, on comprend tout de suite qu'il y a un petit problème dans la construction. Mais c'est l'argument qui était repris dans la presse, c'est de dire Marine Le Pen n'est pas la représentante des classes populaires, elle est la représentante des gens malheureux.
voyez, Le Pen, c'est pas la candidate des pauvres, c'est la candidate des frustrés. C'est ça qu'on dit quand on dit ça. C'est un point qui est tout à fait contestable et qui est très problématique de dire ça. Mais derrière, il y a un argument qui est donné par les données même de l'enquête qui est intéressante. C'est que s'il y a malheur, c'est un malheur public. C'est un malheur au sujet de la France. Et donc au sujet du fait national. Et ça, c'est très intéressant. De même que les gens ne sont pas pessimistes sur leur avenir. Ils sont généralement pas si pessimistes que ça sur leur avenir. Ils sont pessimistes sur l'avenir du pays. Voilà. Et quant à la défiance, il y a toutes sortes de nuances. Ils ont une confiance énorme dans les hôpitaux. 84% des Français ont confiance dans les hôpitaux. 14% dans les partis politiques. Alors si les partis politiques se mettent en tête de vouloir détruire les hôpitaux, il ne faut pas espérer que la confiance dans les partis politiques augmente. Voilà. Donc l'idée de la défiance, du malheur, du pessimisme, il y a plein de nuances passionnantes, mais notamment l'une d'elles, c'est de faire apparaître ce malheur public. Et ça, c'est vraiment une question intéressante, en effet. L'idée d'être malheureux de la France. Et ça, c'est une question qu'il ne faut pas éviter, je suis d'accord. Bien, y a-t-il des questions dans la salle? Oui, alors, je tiens aussi à vous signaler, alors je ne sais pas si les livres sont toujours en vente au fond de la salle, et n'hésitez pas à les faire dédicacer par leurs auteurs. Profitez-en. À tout à l'heure, hein, pas tout de suite, bien sûr. Maintenant. Merci d'abord pour cette magnifique conversation. C'est une question qui s'adresse plus particulièrement à Éloi Laurent. Et donc, vous avez parlé des territoires, les métropoles, les régions, qui sont la nouvelle échelle pertinente, des territoires capables de résister à des forces négatives, d'engager des processus alternatifs, porteurs d'avenir, capables d'agir dans le sens du bien-être. Vous avez aussi parlé d'initiatives, mais vous n'avez pas parlé des gens. Monsieur Boucheron lui-même, lorsqu'il a parlé de la crise des inégalités, vous avez parlé des lieux, mais on peut aussi parler des habitants, y compris sur cette question des inégalités de la planète, en constatant très précisément que c'est un nombre extrêmement minoritaire de personnes qui affament un grand nombre de gens sur la planète, qui appauvrit un grand nombre de gens. Donc ma question c'est à monsieur Laurent, lorsque vous avez, je m'accorde avec tout ce qui a été dit en amont, hein, mais c'est la question, je dirais, des personnes et des habitants, des citoyens, que je voulais mettre là maintenant en discussion. Lorsque vous parlez des institutions, effectivement, et de la confiance que l'on peut avoir, et vous l'avez bien démontré, y compris à rebours de la vision habituelle. Quid du renouvellement de ces institutions et voire même de l'invention de nouvelles institutions? Je donne 2 exemples, mais il y en a sans doute d'autres, et c'est là-dessus que je voulais vous interroger. Bruno Latour a parlé du Parlement des choses, on pourrait parler aussi du Parlement des gens ordinaires, puisque dans le film Demain, ce sont des initiatives de gens, des initiatives d'habitants ordinaires, des collectifs d'habitants avec des professionnels, parfois des élus. Bien sûr, ça se passe toujours à l'échelle micro-locale. Bon, pour terminer, moi j'ai été co-commissaire d'une grande exposition Constellation qui s'est tenue à Bordeaux sur justement les nouvelles manières d'habiter initiées par des gens ordinaires aux 4 coins de la planète qui constituent 1001 lueurs. Justement, c'était le thème face à la crise climatique et la crise démocratique. Donc vous n'avez pas parlé des gens, c'est ma question, et vous n'avez parlé que des institutions. Voilà, donc c'était juste une question. S'agissant des institutions, croyez-vous que cette question du bottom-up, ça peut aussi prendre forme, ou est-ce que ça serait contraire à l'idée d'institution? Merci. Y a-t-il une autre question? Oui, on va prendre 2-3 questions. Hein. Voilà, j'ai 2 questions devant, 3, voilà, et on arrête là pour la première. Voilà, une question, et puis ensuite vous deux, promis. Bonsoir, merci pour ce débat vraiment passionnant. J'aurais une question au niveau de l'éducation. Monsieur Boucheron a dit que le niveau d'éducation ferait que les gens seraient plus à même de faire des choix. Et là-dessus, j'ai une certaine inquiétude parce que je m'aperçois que le niveau d'éducation monte. J'avais confiance dans le fait que des solutions simplistes ne pourraient pas passer.
ne pourrait jamais faire tache d'huile. Je me rends compte aussi que des fois, il y a des fausses nouvelles, des fausses informations qui font tache d'huile, et alors qu'il est avéré que ce sont des fausses informations. Alors, sur ces aspects-là, peut-on avoir confiance en l'avenir? Voilà. Merci. Et 2 questions devant, Isabelle, et on répond. Ah ben oui, pardon, il y a des micros qui viennent de partout. Un grand merci pour ces leçons d'optimisme, surtout lorsqu'elles sont un peu temporisées par par Monsieur Boucheron. Mais vous avez parlé de Trump, et il y a une chose qui me... Qu'est-ce qui a... Et ça, quelque part, ça rejoint un peu la dernière question des technologies actuelles. Monsieur Trump a quand même la possibilité d'appuyer sur un bouton nucléaire. Certains pouvoirs de couper quand même Internet, et ce qui fait que ça paralyse des tas de choses. Qu'est-ce que vous pensez de cette dimension-là? Quand même, on est dans un monde paradoxal, et peut-on envisager la catastrophe? Merci. Et une dernière question. Ah ben, déjà, il y en a beaucoup là. Une dernière. Après, il y aura une autre salve, mais... Si, Monsieur Laurent, si j'ai bien suivi votre intervention, quand vous parlez des indicateurs de bien-être, en tout cas, si j'ai bien compris, c'est que si ces indicateurs de bien-être étaient vraiment mis en avant, du coup, la croissance serait une conséquence de tout ça, et non plus un objectif, une conséquence positive. Et je me dis aujourd'hui, enfin, je fais un raccourci, mais en gros, ça serait ça. C'est-à-dire que c'est plus la croissance comme objectif, mais on récupérerait de la croissance comme cela. Et je voulais savoir, et ça fait le lien aussi avec des initiatives locales et la territorialité, on voit bien que là où c'est mis en avant, où il y a effectivement des choses, des initiatives locales qui vont dans le sens du bien-être des citoyens, derrière il y a la notion de bien vivre ensemble et voire d'une certaine économie même locale qui se développe. Donc qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, pourquoi a-t-on autant de mal alors je sais bien qu'il y a des enjeux financiers et politiques extrêmement importants, mais et si on tient compte de l'histoire également, pour faire le lien avec Monsieur Boucheron, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on a tellement de mal à aller vers ce bien-être? Bien, donc les gens, le niveau d'éducation, le bouton de Trump, les entraves au bien-être. Je propose que, Éloi, tu commences par y répondre, et ensuite Patrick. Alors, merci pour toutes ces questions, d'abord, qui sont très intéressantes. Alors, je vais essayer de répondre à chacune du mieux que je peux. Alors, Madame, au fond, moi, je suis convaincu qu'il n'y a rien d'autre que les gens. Je veux dire, ce dont je parle, c'est les gens. Nous sommes bien d'accord que le monde est composé de gens, au sens ingent des gens, et que les gens font des institutions, que les gens, etc., les institutions ne prennent pas leurs petites pattes toutes seules pour marcher. Et donc, on est bien d'accord que quand je parle de bien-être humain, je parle des gens. Quand je dis les territoires doivent devenir les institutions qui mettent au cœur ce qui compte pour les humains, j'ai défini l'économie comme la discipline qui compte ce qui compte pour les humains. Donc les humains, c'est les gens. Il n'y a aucun... Alors, j'ai peut-être pas dit le mot « gens », mais je veux dire, je l'ai pensé très fort. D'accord ? Je pense aux gens. Du matin au soir, je pense aux gens. Donc, si vous voulez, les gens, on est bien d'accord que les gens sont au centre. Mais alors, par contre, il y a une autre question dans cette question qui est, à mon avis, peut-être, si je peux me permettre, un peu plus précise, c'est le rapport entre la question, par exemple, de l'égalité entre les personnes et de l'égalité entre les territoires. Est-ce que les territoires doivent être compris et considérés comme des vecteurs pertinents pour le bien-être des personnes? Ou est-ce qu'il faut considérer le bien-être des personnes indépendamment du territoire dans lequel ils vivent? Et ma réponse à ça, c'est de dire, parce que les territoires sont tellement importants aujourd'hui, parce qu'ils ont précisément... ils sont montés en puissance,
le bien-être des gens est déterminé largement par le territoire qu'ils habitent. Et aujourd'hui, il y a des estimations qui circulent dans les milieux économiques sur ce qui fait que vous êtes riche ou pauvre aujourd'hui à la surface du monde et l'importance de la localité par rapport, par exemple, à l'importance de la classe sociale. Le lieu dans lequel vous naissez aujourd'hui, qu'il s'agisse de la France, qu'il s'agisse de l'Île-de-France, qu'il s'agisse du 5e arrondissement de Paris, etc., va avoir un impact absolument phénoménal sur les opportunités qui vont vous être données pour votre devenir socio-économique. Moi, je dis dans ce cas-là que la géographie détermine l'histoire. C'est-à-dire que le territoire dans lequel vous vivez, ou vous résidez, ou vous travaillez, va déterminer votre possibilité de devenir. Donc, parce qu'il y a cette importance de la géographie sur l'histoire des individus, le territoire, en fait, est un vecteur ou une entrave des opportunités, Amartya Sen dit des capacités ou des capabilités qui sont données aux individus. C'est un débat très important parce qu'il se trouve que j'ai coordonné il y a 4 ans un rapport sur l'égalité des territoires et un des procès qui ont été faits à ce rapport, c'est de dire l'égalité des territoires, ça n'a aucun sens. Ce qui compte, c'est l'égalité entre les personnes. Et je pense profondément que l'égalité entre territoires a un sens et de plus en plus un sens à mesure que les inégalités territoriales deviennent de plus en plus fortes. Voilà. Donc ce serait ça ma réponse. Je ne sais pas si j'ai répondu, au moins en partie. Voilà. Alors c'était la deuxième, c'était quoi? On oublie toujours. Le niveau d'éducation. Ah oui, sur les fake news et ça. Donc ça, je laisse à Patrick, c'est le spécialiste mondial. Alors moi, je vais quand même prendre le bouton de Trump. D'abord, Trump ne coupera jamais l'Internet, parce que couper Internet, ça veut dire couper Twitter. Sans Twitter, cet homme ne peut plus vivre. Il faut comprendre. Le bouton sur lequel il appuie tous les jours, c'est le bouton de son compte Twitter. C'est le bouton envoyer, envoyer, envoyer. C'est ça son bouton à lui. Sur la question de est-ce qu'on peut vraiment faire usage de l'arme nucléaire comme ça, ce mythe du docteur Folamour, si vous reprenez docteur Folamour, ce que montre Kubrick, c'est que c'est très compliqué d'appuyer en fait sur le bouton nucléaire. C'est que ça implique beaucoup de gens. C'est pas seulement une personne qui peut appuyer, même dans un scénario complètement fou à la Folamour. En fait, il y a précisément des institutions. C'est-à-dire qu'il faut passer en réalité par beaucoup de gens pour savoir. Et je ne pense absolument pas que Donald Trump, comme le mythe le veut, ait le pouvoir d'appuyer sur le bouton nucléaire. D'abord, c'est pas lui qui le fera dans les faits, concrètement. D'ailleurs, ils seront prêts, donc c'est mieux. Mais s'il enverrait les bombes nucléaires aux États-Unis, donc ça serait compliqué. Mais fondamentalement, non, je pense pas. Je pense que de ce point de vue-là, il est intégré. Est-ce qu'il y a intégré un système institutionnel qui, en l'occurrence, le contrôle? Y a-t-il des risques géopolitiques qui feraient que les États-Unis pourraient s'engager dans des conflits, par exemple avec la Chine, compte tenu des tensions en mer de Chine, etc. C'est possible. Est-ce que Trump est belliciste? C'est possible. Je vous dis simplement une chose, c'est que la catastrophe, si c'est la guerre, elle est déjà arrivée depuis un moment aux États-Unis, puisque la décennie 2000 a été la décennie dans laquelle les États-Unis ont été le plus engagés, et ils sont encore aujourd'hui surengagés partout à la surface de la planète. Les États-Unis, c'est un pays qui fait la guerre. Il fait la guerre vraiment de façon très sérieuse et ils font la guerre absolument partout. Et quand ils ne la font pas au sol, ils la font par drone, etc. Même Barack Obama, qui en apparence a réussi, d'ailleurs c'est peut-être ça l'accomplissement le plus important de Barack Obama, donc on n'a pas tout à fait pris la mesure, c'est qu'il a réussi à désescalader les guerres dans lesquelles George W. Bush avait engagé l'Amérique. Mais de ce point de vue-là, je veux dire, les Américains, la catastrophe est déjà arrivée et ça a été une vraie catastrophe. C'est-à-dire que les États-Unis ont perdu 10 ans des ressources absolument invraisemblables pour un résultat absolument catastrophique du point de vue de l'État, des endroits dans lesquels ils ont fait la guerre, qui étaient censés être stabilisés par leur intervention militaire et qui sont repartis dans des folies meurtrières pour encore 10 ou 15 ans. Donc la catastrophe est arrivée de ce point de vue-là. Et enfin, dernière question sur la question du bien-être, etc. Alors d'abord, un point très important, c'est que le but ultime de tout n'est pas d'augmenter la croissance. Il faut mettre la croissance de côté. Quand vous dites, si je comprends bien, on mettrait en avant le bien-être, ça permettrait de récupérer la croissance. Non, l'idée, c'est de dire que la croissance est un objectif totalement dépassé au XXIe siècle. Parce que la croissance, c'est la croissance du PIB, et le PIB, qui a été inventé en 1934 par Simon Kuznets, donc il y a très longtemps, mesure une toute petite chose, qui sont les activités monétarisées et échangeables sur des marchés qui ont un prix. Donc ça mesure très peu de choses par rapport à ce qui se passe dans la société humaine. Et donc l'idée que c'est ça qui doit croître, y compris au détriment du reste, c'est un énorme problème. Et moi, mon idée aujourd'hui, c'est que la focalisation sur la croissance coûte extrêmement cher en termes de bien-être et en termes de soutenabilité. Donc mon idée n'est pas du tout de dire que ça va être pour augmenter la croissance. Il faut l'abandonner.
l'abandonner comme projet social. Ce qui doit être visé, c'est le bien-être, la résilience et la soutenabilité. Ce sont les objectifs finaux. L'idée sur laquelle il faut augmenter la croissance pour augmenter l'emploi, non, il faut augmenter l'emploi. Parce que l'emploi est une dimension du bien-être. La croissance n'est pas une dimension du bien-être humain. Voilà. Donc c'est vraiment très important de comprendre ça. Et il y avait un codicile à votre question, mais non, c'était ça la question ? Ah oui, c'était si difficile. Moi, je suis pas. Je fais partie des Français, donc visiblement très minoritaires, optimistes, y compris sur mon pays. Moi, je trouve pas que ce soit si difficile que ça. Ça fait 10 ans que je travaille sur ces questions-là. J'ai vu la conscience à l'égard du changement climatique augmenter de façon absolument phénoménale. J'ai vu l'accord de Paris se signer, j'ai vu des territoires s'engager dans toutes sortes de transitions énergétiques, alimentaires, agricoles. Regardez le débat aujourd'hui sur l'agriculture en France, même d'ailleurs sur le bien-être animal. On est sorti de l'idée sur laquelle le modèle agricolo-industriel est l'avenir, idem sur l'énergie, et il y a 10 ans, ce n'était pas le cas. Donc moi, je vois des progrès absolument considérables. Simplement, la société de la croissance, ça fait 70 ans qu'on y est, l'industrie, ça fait... l'agriculture industrielle, ça fait 60 ans qu'on y est. On ne va pas en sortir comme ça, du jour au lendemain. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'initiatives qui permettent d'espérer que les choses avancent. Et d'ailleurs, elles avancent. Oui, je suis tout à fait d'accord. Une des manières d'organiser son pessimisme, qui est, au fond, la seule attitude qui vaille comme pour l'agir politique et pour la compréhension du social, c'est effectivement, comme le dit Éloi Laurent, de toujours rappeler que la catastrophe a eu lieu. Elle a déjà eu lieu, à bien des égards, à plusieurs endroits et en plusieurs occasions. Et que la catastrophe, ce n'est pas l'irruption soudaine et inattendue de l'inimaginable, mais la poursuite de ce qu'on ne saurait pas contrarier. Et que pour ne pas poursuivre dans des voies que nous savons mortifères, il faut ouvrir les yeux. Et ouvrir les yeux vers la constellation, effectivement. C'est évidemment un très beau mot. C'est celui de Georges Didier Huberman dans Survivance des Lucioles. Ça veut dire, d'une certaine manière, il y a des lieux d'inventivité qui crépitent, qui grésillent, qui sont encore faibles, mais que l'on doit justement considérer. Le mot clé aujourd'hui, je pense, de l'humanisme, c'est de considérer les gens, de considérer les situations, de considérer les lieux et leurs inégalités. Et donc, cette soif de considération, elle est très importante parce que nous savons bien aujourd'hui que, au fond, nous sommes aussi dans des luttes qui sont des luttes de reconnaissance, dit le philosophe Axel Honneth. Ça veut dire se laisser reconnaître quoi? Faire reconnaître quoi? Pas un statut ou pas un droit à l'accomplissement individuel, mais un droit à l'indétermination du politique. Ça veut dire faire reconnaître le fait que nous pouvons prendre en main notre destin. Alors, sur cette question, effectivement, des fake news, etc., et de cette... nous sommes déçus. Nous sommes déçus par la société de l'information. Nous ne pensions pas possible la coïncidence entre ce progrès continu, justement, du journalisme de décodage, de désintoxication, etc., et des politiques ouvertement mensongères, ou au-delà même du mensonge, puisque, effectivement, Trump, c'est pas un menteur, c'est un bonimenteur, c'est différent. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui situe son action au-delà de la question de la vérité et du mensonge. Mais voilà, ce qu'on appelle le bullshit en américain, c'est quelque chose qui n'est ni vrai ni faux, qui est indifférent à la question de la vérité. Et comment avons-nous pu effectivement nous montrer indifférents à la question de la vérité alors que, voilà, nous sommes éduqués? Ça, c'est une question, effectivement, qui est troublante. Du point de vue, par exemple, du changement climatique, il y avait une étude qui a été faite dans une université américaine, à Yale, je crois, et dont Pierre Barthélémy, qui suit la science pour Le Monde, dans son blog, toujours très intéressant, a rendu compte. Ça mesure la perte de confiance que l'on a dans la science, qui est bien le problème, en fait, auquel on est confronté. C'est-à-dire qu'on voit bien que
d'une certaine manière, ce qui peut nous rendre optimistes, c'est que on arrive à des consensus des communautés savantes sur un certain nombre de faits. Un fait scientifique, ça ne se constate pas, ça se construit. Donc, on a construit l'hypothèse de l'origine anthropique du changement climatique. C'est pas un fait, c'est une construction cognitive d'une vérité scientifique. Et les scientifiques, les climatologues peuvent être légitimement fiers de la manière dont ils ont avancé très rapidement, avec une grande puissance de calcul, et assez rapidement vers un consensus. Et pourtant, on voit bien qu'il y a une opposition. Alors, c'est un graphique très intéressant parce que qui met en corrélation le niveau de culture scientifique avec la croyance dans le changement climatique. Globalement, c'est satisfaisant et c'est rassurant pour nous. C'est-à-dire que les gens qui ont une faible connaissance scientifique, culture scientifique, croient assez peu à l'origine anthropique du changement climatique, et plus ils sont informés, plus ils y croient. Bon, donc dans ce cas-là, on est effectivement dans quelque chose qu'on reconnaît comme satisfaisant et encourageant, et qui effectivement conforte ce que je disais. Ben voilà, il y a une politique de l'accès de tous au savoir. Mais comme c'est une enquête américaine, elle distingue par électorat démocrate et républicain. Au début, qu'on soit démocrate ou républicain, à niveau égal de connaissances scientifiques, c'est-à-dire faible, on y croit aussi peu, on n'y croit pas. Et ensuite, pour les démocrates, plus ils sont informés, plus ils y croient. Et les républicains, ce qui est quand même troublant, plus ils sont informés, moins ils y croient. Pourquoi? Eh bien parce que à ce moment-là, il faut comprendre que les républicains qui ne veulent pas y croire, c'est d'abord ça qui les motive, eh bien, ils vont accumuler de la connaissance scientifique pour se donner les moyens de ne pas y croire. Et évidemment, la science, voilà, ce n'est pas le dogme. Donc, par définition, ça, elle a des procédures. Et ces procédures, c'est le doute, et on peut toujours utiliser. Voilà. Pourquoi? Ben parce que, au fond, ce qui est le plus coûteux pour un individu, c'est de se défaire de sa communauté d'appartenance. On préfère mentir ou ne pas croire ce qui est vrai plutôt que de s'éloigner des siens. Et ça, il faut s'en souvenir effectivement dans les situations politiques. C'est-à-dire qu'il y a un moment où, même si on est informé, ben, ça va bloquer à un niveau parce que ultimement, on ne voudra pas remettre en cause nos communautés d'appartenance. Donc ça veut dire que, bien sûr qu'on ne peut pas faire une confiance immodérée et surtout illimitée dans l'accès de tous au savoir. Il y aura évidemment une limitation, mais il en va de la justice et de la manière dont on conçoit la justice. Une des pages intéressantes du livre d'Éloi Laurent, c'est que, lisez-le, il définit 4 théories de la justice, de la plus faible à la plus exigeante, celle de Seine, justement, où il suffira pas simplement de vérifier que les procédures d'allocation des ressources sont équitables à la base, il faudra suivre jusqu'au bout, jusqu'aux effets. C'est là, donc jusqu'aux gens, évidemment. Mais bien sûr qu'on ne pense pas à autre chose qu'à ça. Y a-t-il une question dans la salle? Une seule? Bon, oui, non. Monsieur, nous deux. Non, mais on doit libérer la salle. Ah, pardon. On a... oui, oui. Je voulais vous interroger sur je crois que c'est en lien avec ce qui vient d'être évoqué, même si c'est un petit peu loin, la question des génocides. La question de l'éducation en tant que pouvant changer des affects mortifères. Je voudrais simplement rappeler que les nazis étaient des gens très éduqués, qu'il y avait des universitaires, qu'il y avait des juristes, que l'Allemagne avait des institutions, que le peuple allemand n'était pas le dernier venu par rapport à l'éducation, et qu'on sait ce qui s'est passé.
Je voulais rappeler aussi le génocide des Tutsis par les Hutus, où des prêtres ont massacré, où des universitaires ont massacré, où des médecins ont massacré, et les Hutus et les Tutsis étaient tous chrétiens, et il y a eu des massacres assez horribles dans les usines. J'ai fait un lapsus malheureux, je dois penser à Auschwitz, dans les églises. Bon. Ma question est la suivante. Est-ce que vous pensez qu'en conjuguant le savoir et l'analyse de sociologues, de politologues, d'historiens et d'économistes, on pourrait cerner par un ensemble de causalités le phénomène du génocide et peut-être à un moment donné laisser s'allumer des voyants rouges pour dire attention, ou bien est-ce que vous pensez qu'il y a quelque chose de radicalement opaque dans ces phénomènes qui nous échappe et qu'on devrait prendre en compte justement cette question de ce qui nous échappe en termes scientifiques pour essayer d'avancer? C'est une question importante, mais vraiment très difficile, sur laquelle existe, comme vous le savez, une littérature immense, abondante, intimidante, nécessaire. Pour ma part, évidemment, quand j'étais... je suis né en 65, donc j'avais 20 ans, quand la science historique, la discipline historique a été au fond, confrontée à cette terrible épreuve négationniste, qui pour moi a changé le rapport que nous avions au savoir historique, puisque nous étions bien obligés d'admettre que, effectivement, là encore, le savoir illimité butait sur un certain nombre de faits sociaux et politiques, et que les historiens qui commençaient à justement avoir un rapport un peu affranchi à l'historicité du fait, eh bien, étaient obligés de se rabattre sur une conception plus empirique, plus robuste d'un fait dont ils avaient à rappeler l'existence face à justement un inexistentialisme qui était tout sauf un humanisme. Et donc, au fond, pour moi, ça a changé complètement les conditions d'exercice de notre métier. Et c'est pour cela qu'on ne peut pas attendre de nous la moindre désinvolture face à la question des faits alternatifs. On ne peut pas jouer avec ça. Quand bien même on aurait, comme c'est mon cas, voilà, l'habitude, et plus que l'habitude, l'ambition, au fond, de mettre en lumière la valeur littéraire de l'opération historiographique, mais ce n'est assurément pas pour l'affaiblir face à son régime de vérité. Et puis nous avons vécu aussi avec un niveau de conscience que l'on doit effectivement interroger. Qu'est-ce qu'on a fait? Quand est-ce qu'on a compris? Qu'est-ce que ça nous a fait? Un extraordinaire génocide, celui du Rwanda. Il y a par exemple un témoignage assez intéressant, je trouve, d'un historien des violences de guerre qui s'appelle Stefano Douin-Rousseau, qui est paru il y a quelques semaines et mois, qui s'appelle Une initiation. Voilà, qui dit comment, et qui, en toute honnêteté, dit voilà, moi j'étais un historien des violences de guerre, des cultures de la Première Guerre mondiale, Stefano Douin-Rousseau, bon voilà, qui était habitué à manier le comparatisme, donc qui travaillait beaucoup avec des historiens de la Shoah. Et puis, dans les premières semaines, enfin, il décrit tout ça, ça l'intéresse évidemment, il s'en rend compte, il a une télévision, il lit les journaux, mais bon, au fond, ça ne lui fait rien. Et il comprend après. Et ça, tout le monde peut effectivement faire l'introspection, l'examen de conscience. Un livre, par exemple, fondamental, qui s'appelle « Purifier et détruire » de Jacques Semelin montre, par une comparaison entre la Shoah, entre la purification ethnique des guerres de l'ex-Yougoslavie et le Rwanda, que l'élément déclencheur, et c'est pour cela que vous avez bien raison de rappeler que, justement, ce qui a été thématisé efficacement dans le roman de Jonathan Little, Les Bienveillantes,
la Shoah est mise en œuvre par un moment qui est un moment évidemment d'acmé, de chef-d'œuvre de la culture, pas seulement technique, allemande, il n'y a pas de grande catastrophe qui ne soit amorcée par le délire des intellectuels. Ce qui ouvre la possibilité du pire, c'est le délire des intellectuels. Voilà. La porte s'ouvre au plus grand malheur, effectivement, qu'on puisse imaginer dans l'humanité, c'est-à-dire des crimes de masse, dès lors que les intellectuels délirent. Et ça arrive très souvent. Et donc, c'est pour cela que notre responsabilité, c'est d'articuler un discours raisonnable. Mais c'est aussi, et c'est là où on rejoint la question de l'espace public, d'affronter les discours qui le sont moins. Parce que nous savons ce que l'histoire, effectivement, répète avec une obstination désespérante, c'est que, au fond, si on n'a pas cet élément déclencheur, et vous parlez des intellectuels nazis, mais effectivement, ce qu'a montré Semlin, c'était qu'en Serbie et au Rwanda, c'était la même chose. Il faut que s'enclenche un discours de justification qui est celui du nationalisme ethnique et xénophobe. Voilà. Merci. Donc voilà pourquoi l'Académie a besoin d'une police qui l'empêche de délirer. Il est 20h, donc je vous signale aussi, parce que Éloi Laurent a publié 2 livres, dont Notre bonne fortune, au PUF, voilà, ce mois-ci. Donc voilà, il ne le dit pas, mais c'est normal, mais moi, je tiens quand même à le dire. Je vous remercie pour votre attention et je remercie notre professeur.